Bonjour. Le thème 2 s'intitule « Le travail et la population active », dans lequel nous allons mieux comprendre la notion de travail et nous allons aborder les différentes catégories qui constituent la population active. Qu'appelle-t-on travail? Le travail, c'est l'ensemble des activités qui nécessitent un effort mental et physique, soit mental, soit physique, faisant l'objet d'une rémunération. Donc, ce sont des activités qui sont payées et constituent l'intervention humaine dans le cycle de production. Il faut noter là qu'il y a un travail qui est rémunéré, donc payé, alors qu'il y a un autre travail qui est non rémunéré. Le travail non rémunéré, comme par exemple le travail d'une femme au foyer, le travail d'un élève qui prépare ses leçons, d'un homme qui bricole, ainsi de suite. L'économie ne s'intéresse qu'au travail rémunéré. Passons au genre de travail. Il faut bien noter que certaines personnes ont le don et la capacité de créer, alors que d'autres personnes ont tendance à appliquer des idées qui existent déjà. Il y a des personnes qui vont plus vers la gestion et l'administration, tandis que d'autres préfèrent l'exécution des ordres. Donc nous n'avons pas tous les mêmes dons et les mêmes capacités. Pour cela, il existe plusieurs genres de travail. Les genres de travail qu'on va aborder dans ce chapitre sont les suivants. Le travail de création, d'application, administratif, travail exécutif, le travail intellectuel et le travail manuel. Commençons tout d'abord par le travail de création, qui est un travail qui nécessite une certaine innovation et de la créativité. Donc, ce travail demande des capacités mentales et des capacités physiques, comme par exemple le travail effectué par un compositeur de musique. Le travail de création nécessite un haut degré d'inventivité et de larges connaissances de base. Le travail d'application, c'est un travail de mise en pratique des démarches précédemment créées et précédemment testées. Le travail d'application suppose une formation bien solide et assez d'expérience, comme le travail par exemple effectué par un pianiste. Le travail administratif est un travail de gestion et de supervision du travail des autres. Il s'agit alors de répartir les tâches et de contrôler l'exécution du travail des autres. Ce travail nécessite un esprit d'organisation, des connaissances solides en matière financière et en comptabilité et bien sûr, le travail administratif requiert du charisme, comme par exemple le travail d'un directeur de banque. Le travail exécutif, c'est un travail qui consiste à effectuer des tâches qui sont préétablies dans un cadre administratif donné. Le travail exécutif exige un haut degré de précision et une aptitude à se conformer aux directives reçues. Donnons comme exemple le travail accompli par un serveur dans un restaurant. Le travail intellectuel. Le travail intellectuel, c'est un travail qui consiste à déployer un effort mental. Le travail intellectuel demande d'importantes connaissances de base et bien sûr un esprit de synthèse, comme par exemple le travail d'un journaliste. Le dernier genre de travail, c'est le travail manuel. Le travail manuel, c'est un travail qui consiste à déployer un effort physique. Ce travail a besoin de beaucoup de précision.
comme par exemple le travail d'un ouvrier dans une usine, le travail d'un artisan. Organisation scientifique du travail ou OST. L'OST est nécessaire quand plusieurs travailleurs associent leurs efforts pour produire un même bien ou un même service. Donc, il s'agit d'organiser le travail dans une entreprise pour obtenir le maximum de production avec le minimum de travail. L'organisation du travail augmente la productivité du travail, ce qui augmente la compétitivité des entreprises, aboutissant du fait à la hausse de la consommation, des investissements et de la production, et bien sûr, une hausse de la croissance économique ainsi qu'une baisse du chômage. Les limites de l'OST. L'OST présente des limites car elle néglige l'importance du facteur humain dans l'entreprise, elle ne prend pas en considération les compétences des individus, donc elle place l'homme en étroite dépendance de la machine, surtout avec la mécanisation du processus de production. Les gestes qui se répètent chaque jour, du simple travail manuel d'exécution, l'homme se trouve alors privé de toute connaissance des finalités de la production et de toute initiative. Le travail est très monotone, ce qui rend ce travail fatigant, épuisant et qui entraîne ainsi une diminution de la productivité. Pour cela, et pour dépasser ces limites, il y a certaines propositions qui peuvent être avancées, d'où la rotation des postes, l'élargissement des tâches. La rotation des postes. Les exécutants occupent successivement plusieurs postes de travail différents et cela leur permet d'éviter la monotonie. Plusieurs opérations d'exécution sont regroupées afin que l'exécutant puisse se rendre compte du résultat final ou presque de son travail. L'enrichissement du travail. Les exécutants là sont chargés d'opérations moins monotones et plus intéressantes pour qu'ils se sentent directement impliqués dans le cycle de production parallèlement aux tâches répétitives. L'organisation scientifique de nos jours. Le travail à la chaîne et les principes de Taylor n'ont pas disparu. Mais pour augmenter la productivité du travail, il faut motiver les travailleurs. Pour cela, il est indispensable d'intégrer de nouvelles compétences sociales dans le travail, comme par exemple l'autonomie, impliquer davantage le travailleur dans le processus de production, permettre et favoriser la polyvalence, développer le travail en groupe et accorder plus d'importance à la qualité de vie au travail. Donc, de rendre les relations sociales entre les membres de l'organisation plus fortes. Cette nouvelle forme de l'OST permet aux travailleurs de se sentir plus impliqués dans les tâches qu'ils exécutent et de là, ils seront de plus en plus productifs. Passons aux droits des travailleurs et commençons par les conditions de travail. Généralement, les conditions de travail englobent la durée hebdomadaire de travail, les congés payés annuels, le salaire minimum, la réglementation du licenciement et certaines mesures relatives au travail des enfants, l'hygiène, la sécurité, les responsabilités en cas d'accident du travail, ainsi de suite. La relation entre le patronat et le salariat.
Ces relations permettent de déterminer les droits et les obligations de chacune des deux parties. Quels sont les droits du patronat et quels sont les droits du salariat? C'est ce qui justifie l'existence des syndicats. Donc les syndicats regroupent des personnes placées dans des conditions professionnelles similaires et qui s'associent en vue de défendre des intérêts communs, des intérêts socio-économiques communs. Ainsi, le patronat, qui regroupe les patrons ou bien les chefs des entreprises, et le salariat, qui regroupe les salariés, ont recours à des négociations afin que, plus ou moins, les résultats soient satisfaisants et les revendications soient claires. Bien sûr, les conflits de travail sont inévitables. Il y a deux sortes de conflits de travail. Les conflits individuels qui opposent un ou plusieurs salariés au chef d'entreprise. Dans cette situation, on a recours à des pourparlers. Mais si ceci demeure insuffisant, on peut faire appel à des tribunaux spécialisés. Il y a aussi les conflits collectifs. Les conflits collectifs opposent le salariat au patronat dans un secteur donné ou bien sur le plan national. Donc, par exemple, il peut y avoir des conflits concernant les conditions générales de travail, les niveaux de salaire, prestations sociales, ainsi de suite. Si les négociations entre les représentants des deux parties demeurent sans résultat, les conflits collectifs peuvent dégénérer en grève. Et si, une fois de plus, les mouvements populaires des travailleurs n'ont pas abouti à aucune solution, l'État là peut intervenir pour concilier entre les deux.